Tu sais ce qui est drôle? La société adore coller des étiquettes sur les gens qui choisissent le silence plutôt que les conversations banales. Ils les qualifient d'asociaux, de bizarres, de cassés. Comme s'il y avait quelque chose de fondamentalement incorrect chez quelqu'un qui ne s'illumine pas à l'idée des fêtes du week-end ou des sorties en groupe. Mais voici ce dont personne ne veut parler. La plupart des solitaires n'ont pas choisi cette vie parce qu'ils détestent les gens. Ils l'ont choisi parce que les gens leur ont appris qu'être seul était plus sûr. Et c'est exactement cette partie-là qui met tout le monde mal à l'aise. Laisse-moi te peindre un tableau. Il y a cette personne. Peut être que tu la connais. Peut être que c'est toi. Et elle ne parle pas beaucoup. Elle reste dans son coin. Quand tout le monde rit et crée des liens autour d'un verre ou de potins, c'est elle qui est assise tranquillement dans le coin. Pas parce qu'elle juge qui que ce soit, mais parce qu'elle a appris quelque chose que la plupart des gens n'ont jamais eu à apprendre. Elle a appris que les gens peuvent être dangereux. Pas le genre de danger évident, pas le type méchant de film. Non, le genre subtil. Le genre qui te sourit en face tout en te dénigrant dans ton dos. Le genre qui dit t'aimer juste avant de critiquer tout ce qui te concerne. Le genre qui te donne l'impression de marcher constamment sur des œufs, attendant la prochaine explosion. Tu vois, les solitaires ne naissent pas toujours ainsi. Parfois, ils sont fabriqués, et le processus, il est brutal. C'est là que ça devient intéressant. La société a cette obsession pour l'extraversion, pour le fait d'être social, pour le fait d'avoir un cercle d'amis massif et de poster des photos avec des légendes, du genre béni, avec les meilleurs ou objectifs de bande. Et si tu ne fais pas ça, si tu n'es pas constamment entouré de gens, constamment engagé, constamment en représentation, alors quelque chose ne va pas chez toi, n'est-ce pas? Faux. Mais la société ne veut pas que tu saches ça. Parce que si les gens commençaient à se demander pourquoi ils se sentent épuisés après chaque rassemblement social, pourquoi ils se sentent vidés au lieu d'être énergisés, toute la mascarade s'effondrerait. Le mensonge selon lequel tu as besoin de 100 amis pour être heureux s'écroulerait. Et ensuite, quoi? Les gens pourraient commencer à s'écouter eux-mêmes, au lieu d'écouter le bruit autour d'eux. On ne peut pas permettre ça. Alors à la place, ils pathologisent la solitude. Ils font passer le choix d'être seul pour une sorte de défaut de personnalité, comme si tu passais à côté de la vraie vie, si tu n'étais pas constamment branché sur la matrice sociale. Mais voici le piège. La plupart des gens qui jugent les solitaires sont malheureux dans leurs propres cercles sociaux. Ils ont juste trop peur de l'admettre. Creusons un sujet spécifique. Tu sais ce qui crée un solitaire plus vite que n'importe quoi d'autre. Grandir dans un foyer où rien de ce que tu faisais n'était jamais assez bien. Imagine ça. Tu ramènes un bulletin scolaire avec 5 A et un B. Des parents normaux célébreraient les A, n'est-ce pas? Mais pas les tiens. Pourquoi ce n'était pas un A? Ton cousin a eu que des A. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Ou peut être que c'était plus simple que ça. Peut être que c'était la façon dont ton père regardait ton corps et faisait des commentaires sur ton poids à table, chaque soir, jusqu'à ce que tu arrêtes de manger devant les gens complètement. Peut être que c'était ta mère qui critiquait tes vêtements, tes cheveux, tes amis, tes intérêts, tout ce qui faisait de toi, jusqu'à ce que tu apprennes à cacher chaque partie de toi-même, juste pour éviter la prochaine agression verbale. C'est ce qu'on appelle la critique chronique. Et ça ne fait pas seulement mal sur le moment, ça recable toute ta relation avec les autres. Parce que quand tu grandis, en t'entendant dire que tout chez toi est faux, que tu es trop bruyant, ou trop calme, trop gros, ou trop maigre, trop intelligent, ou trop stupide, tu commences à croire qu'être avec des gens signifie être jugé. Et finalement, tu arrêtes de te montrer, pas parce que tu détestes les gens, mais parce que l'épuisement de devoir constamment défendre ton existence est trop lourd à porter. Quand tu as commencé à faire ça, quand tu as commencé à choisir d'être seul, plutôt que critiquer, les gens t'ont traité de problématique. Ils ont dit que tu avais un mauvais caractère. Ils n'ont jamais demandé ce qui t'avait poussé à construire ces murs en premier lieu. Voici quelque chose de plus sombre. La honte ne concerne pas seulement la critique. Il s'agit d'être amené à se sentir fondamentalement défectueux, comme s'il y avait quelque chose de pourri en toi que tout le monde peut voir, sauf que tu essayes si fort de le cacher. Peut être que tu étais l'enfant qui s'enthousiasmait pour quelque chose, un passe-temps, une passion, un intérêt. Et tes parents riaient de toi, pas avec toi, de toi. Ils se moquaient de ton enthousiasme, jusqu'à ce que tu apprennes qu'être excité par quoi que ce soit signifiait s'exposer à l'humiliation. Ou peut être as-tu fait une erreur humaine normale. Et au lieu d'une correction douce, tu as eu droit à la rage, tu as eu droit au traitement du silence.
Tu as été puni si sévèrement que tu as appris que les erreurs n'étaient pas juste mauvaises, elles étaient impardonnables. C'est ainsi que la honte s'implante profondément dans tes os jusqu'à ce que tu commences à croire que tu es l'erreur. Et que se passe-t-il quand tu portes ce genre de honte? Tu évites les gens, parce qu'être autour d'eux signifie qu'ils pourraient voir ce qu'on t'a appris à croire sur toi-même. Alors tu disparais, tu deviens invisible, tu maîtrises l'art d'être dans une pièce sans être réellement présent. Et les gens appellent ça être asocial. Mais toi, tu appelles ça un choix. Ils ne considèrent jamais que cela pourrait être de la survie. Maintenant, parlons de la trahison, pas le genre dramatique des films, le genre quotidien qui coupe plus profondément parce que tu ne l'as jamais vu venir. Tu avais un meilleur ami, tu lui as tout dit, tes peurs, tes rêves, tes secrets, les choses que tu ne disais à personne d'autre parce que tu pensais que cette personne était sûre. Tu pensais que cette personne te comprenait. Et ensuite, que s'est-il passé? Ils l'ont dit à tout le monde. Ils ont utilisé tes vulnérabilités comme divertissement. Ils ont pris les parties les plus intimes de toi et les ont transformées en potins, en blagues, en munitions. Ou peut-être que c'était un partenaire. Tu l'aimais. Tu lui faisais entièrement confiance. Et il t'a trompé. Et quand tu l'as découvert, il t'a blâmé pour ça. Il a dit que tu n'étais pas assez. Il a dit que tu l'y avais poussé. Ou peut-être, et celui-là détruit les gens. C'était un parent. La personne qui était supposée te protéger, t'apprendre que le monde est sûr, te montrer à quoi ressemble l'amour inconditionnel. Et au lieu de cela, ils ont brisé chaque promesse qu'ils avaient faite. Ils étaient là quand c'était pratique, et partis quand tu en avais le plus besoin. Ils t'ont appris que l'amour vient avec des conditions, et disparaît quand tu arrêtes de les remplir. C'est le traumatisme de la trahison. Et ça ne fait pas seulement mal, ça change la façon dont tu vois chaque relation qui vient après. Parce qu'une fois que tu apprends que les personnes les plus proches de toi peuvent te faire le plus de mal, tu arrêtes de laisser les gens s'approcher. Tu gardes tout le monde à distance. Pas parce que tu ne veux pas de connexion, mais parce que tu es terrifié par ce qui arrive quand tu baisses ta garde. Tu deviens prudent, distant, hyper vigilant. Toujours à guetter les signaux d'alarme, toujours à attendre que le ciel te tombe sur la tête. Et les gens se demandent pourquoi tu préfères être seul. C'est simple. Être seul peut sembler solitaire, mais au moins tu ne peux pas être trahi par toi-même. Voici où ça devient vraiment laid. Tu sais ce que la société adore minimiser. Le harcèlement. Ils agissent comme si c'était juste des enfants qui font les enfants ou quelque chose dont tu devrais te remettre une fois l'école terminée. Mais voici la vérité. Le harcèlement ne reste pas juste dans le passé. Il vit dans ton corps, dans ton système nerveux, dans la façon dont tu réagis aux gens même des décennies plus tard. Peut-être que tu étais l'enfant qui avait l'air différent, s'habillait différemment, parlait différemment. Et au lieu que cela soit célébré, ça a fait de toi une cible. Chaque jour devenait un cauchemar à attendre de voir qui se moquerait de toi, te ferait trébucher, t'humilierait devant tout le monde. Peut-être que tu étais l'enfant intelligent. Et au lieu que cela soit vu comme un atout, ça a fait de toi l'intello que tout le monde aimait démolir. Il se moquait de ta façon de parler, de t'habiller, de ton intérêt pour l'école. Jusqu'à ce que tu apprennes qu'être intelligent signifiait être isolé. Ou peut-être que tu étais juste l'intrus. Tu ne rentrais pas dans les petites cases soignées dans lesquelles tout le monde semblait se glisser. Naturellement, tu n'aimais pas les mêmes choses. Tu ne riais pas aux mêmes blagues. Tu n'exécutais pas les mêmes rituels sociaux. Et pour ce crime, le crime d'être différent, tu as été exclu, moqué, et on t'a fait sentir que tu ne méritais pas d'exister dans le même espace que les autres. C'est ce que fait le harcèlement. Il t'enseigne qu'être toi-même est dangereux, que l'authenticité mène à la douleur, que la chose la plus sûre que tu puisses faire est de disparaître. Et c'est ce que tu as fait. Tu as arrêté d'essayer de t'intégrer, parce que chaque tentative finissait en humiliation. Tu as arrêté de lever la main en classe, parce qu'avoir raison signifiait être ridiculisé. Tu as arrêté de déjeuner avec des gens, parce que s'asseoir seul était moins douloureux que de s'asseoir avec des gens qui te faisaient sentir invisible. Bref, quand tu as commencé à choisir l'isolement plutôt que l'humiliation, les adultes t'ont dit de t'endurcir. Ils ont dit que tu étais trop sensible. Ils n'ont jamais considéré une seule fois que peut-être le problème n'était pas ta sensibilité. Peut-être que le problème était que tu étais torturé quotidiennement et que personne ne faisait rien pour l'arrêter. Et maintenant, des années plus tard, quand quelqu'un demande pourquoi tu n'aimes pas les situations sociales, tu ne peux même pas l'expliquer. Parce que comment leur dire que chaque cadre de groupe déclenche le souvenir de la négativité?
que chaque nouvelle personne ressemble à une menace potentielle, que ton corps se souvient de ce que ton esprit essaie d'oublier. Tu ne le fais pas. Tu dis juste que tu préfères être seul, et ils pensent que tu es bizarre. Maintenant, parlons de quelque chose qui bousille vraiment les gens. Vivre dans un foyer très conflictuel. Tu sais, le genre où tu ne savais jamais de quelle humeur seraient tes parents quand tu franchissais la porte, où l'air était toujours épais de tension, où des disputes bruyantes éclataient de nulle part, et tu as appris à te faire petit, silencieux, invisible, essayant juste de ne pas devenir un dommage collatéral. Être que tes parents se hurlaient dessus tous les soirs, des portes qui claquent, de la vaisselle qui se brise, des voix si fortes que tu ne pouvais pas penser. Et tu es juste un enfant allongé dans son lit, couvrant ses oreilles, priant pour que ça s'arrête. Ou être que l'instabilité était dirigée vers toi. Ton parent pouvait être aimant un moment et enragé le suivant. Tu pouvais faire exactement la même chose 2 jours de suite. Une fois ça passait, une fois tu te faisais hurler dessus, ou pire. Tu ne pouvais pas le prédire, tu ne pouvais pas le contrôler. Tu as juste appris à te préparer à l'impact. C'est ce que les thérapeutes appellent marcher sur des œufs. Mais cette phrase est trop douce. C'était plus comme naviguer dans un champ de mine avec les yeux bandés, un faux pas, et tout explosait. Et qu'est-ce que ça fait à un enfant? Ça lui apprend que les gens sont imprévisibles et dangereux, que la sécurité n'existe pas dans les relations, que le seul endroit où tu peux vraiment te détendre est quand tu es complètement seul. Parce que quand tu es seul, tu n'as pas à surveiller l'humeur de qui que ce soit. Tu n'as pas à scanner les signes avant-coureurs. Tu n'as pas à te préparer à des éclats soudains. Ton système nerveux peut enfin se reposer. Alors oui, tu es devenu un solitaire. Pas parce que tu es asocial, mais parce que l'isolement est devenu synonyme de paix, de sécurité, de contrôle. Et quand les gens te jugent pour ça, quand ils disent que tu dois te montrer ou arrêter de t'isoler, ils n'ont aucune idée de ce qu'ils demandent. Ils te demandent de retourner volontairement dans une situation qui ressemble exactement à la zone de guerre dans laquelle tu as grandi. Non merci. Voici un type spécifique de traumatisme dont les gens ne parlent vraiment pas assez. L'humiliation publique. Pas juste être embarrassé. Ça, c'est normal. Nous parlons d'être délibérément humilié par quelqu'un qui avait du pouvoir sur toi. Quelqu'un qui était supposé te protéger, te guider, ou au moins ne pas te détruire devant les autres. Être que c'était un professeur. Tu as donné une mauvaise réponse en classe, et au lieu de te corriger doucement, il s'est moqué de toi. Il a fait de toi un exemple. Il a laissé toute la classe rire à tes dépens pendant que tu étais assis là, le visage en feu, voulant disparaître. Ou être que c'était ton parent. Tu as fait quelque chose de mal, quelque chose de mineur, et au lieu de gérer ça en privé, il t'a hurlé dessus en public, au supermarché, à une réunion de famille, devant tes amis. Il s'est assuré que tout le monde le voit te démolir, t'humilier, te faire sentir comme un moins que rien. Ou être que c'était tes frères et sœurs. Ils ont trouvé cette chose sur laquelle tu étais sensible, et ils ont martelé dessus constamment devant tout le monde. Tes insécurités sont devenues leur chute de blague. Ta douleur est devenue leur divertissement. Et le pire, personne ne les a arrêtés. Les adultes qui auraient dû intervenir sont juste restés là. Ou pire, ils ont ri avec eux. C'est le genre d'expérience qui change fondamentalement la façon dont tu vois les situations sociales. Parce que maintenant, la plupart des cadres de groupe portent la menace de l'humiliation. La plupart des conversations ressemblent à une embuscade potentielle. La plupart des rires sonnent comme s'ils pouvaient être à tes dépens. Alors tu évites ces gens toxiques. Tu évites les fêtes. Tu déjeunes seul. Tu trouves des moyens d'exister sans te mettre dans des situations où tu pourrais être humilié à nouveau. Et les gens pensent que c'est un problème. Ils pensent que tu es le problème. Ils ne considèrent jamais que être tu te protèges simplement de gens qui ont prouvé qu'on ne pouvait pas leur faire confiance avec ta vulnérabilité. Maintenant, nous devons parler de quelque chose qui ne rentre pas dans une petite histoire bien ficelée. Quelque chose qui n'a pas de début, de milieu et de fin. Le traumatisme complexe, ou ce que les thérapeutes appellent le CPT-SD. Il ne s'agit pas d'une seule mauvaise chose qui est arrivée. Il s'agit de vivre dans un environnement où de mauvaises choses arrivèrent constamment, où tu ne te sentais jamais en sécurité, où ton enfance entière n'était qu'un long exercice de survie. Être que ceux qui s'occupèrent de toi étaient émotionnellement imprévisibles, aimants un jour, froids le lendemain. Tu ne savais jamais quelle version d'eux tu aurais. Alors, tu as appris à lire les micro-expressions, à jauger les humeurs, à devenir hyper vigilant juste pour éviter de déclencher leur colère ou leur déception. Ou
Être astuce était négligé. Pas le genre dramatique où tu n'avais pas de nourriture ou d'abri. Le genre invisible où tes besoins physiques étaient satisfaits, mais tes besoins émotionnels étaient complètement ignorés. Tu avais un toit au-dessus de ta tête, mais personne à qui parler. Tu avais de la nourriture sur la table, mais personne qui se souciait de ce que tu ressentais. Ce genre de traumatisme est insidieux parce qu'il ne semble pas dramatique de l'extérieur. Il n'y a pas de bleu, pas d'os cassé, juste un enfant qui a appris bien trop tôt qu'il ne pouvait compter sur personne, que ses sentiments n'importaient pas, que demander de l'aide signifiait faiblesse. Et qu'arrive-t-il à cet enfant quand il grandit? Il devient un adulte qui ne peut faire confiance à personne, qui ne peut pas demander de l'aide, qui gère tout seul parce qu'il a appris que compter sur les autres ne mène qu'à la déception. Ils deviennent des solitaires, pas par choix, mais par conditionnement. Et leur système nerveux, cette partie primitive de leur cerveau conçue pour les garder en sécurité, est bloqué en alerte maximale, toujours à scanner le danger, toujours préparé à ce que les choses tournent mal, toujours épuisé par la vigilance constante. Parce que quand tu grandis sans jamais te sentir en sécurité, tu ne passes pas simplement à autre chose quand tu déménages. Ton corps se souvient, ton système nerveux se souvient, et il continue de te protéger de la seule façon qu'il connaît, en gardant tout le monde à distance. Voici ce que les gens ne comprennent pas à propos de toutes ces expériences. La critique, la honte, la trahison, le harcèlement, le chaos, l'humiliation, le traumatisme à long terme, ils ne disparaissent pas. Tu ne guéris pas juste pour devenir soudainement à l'aise dans les situations sociales. Tu ne passes pas juste à autre chose en oubliant ce que ça faisait d'être humilié, trahi ou constamment jugé. Ces expériences vivent dans ton corps, dans ton système nerveux, dans la façon dont tu te tends automatiquement quand quelqu'un élève la voix, dans la façon dont tu scannes les visages des gens pour des signes de désapprobation, dans la façon dont tu gardes les conversations en surface parce qu'aller plus profond ressemble à donner des munitions à quelqu'un, et les gens qui n'ont jamais vécu ça, ils te regardent et pensent que tu es juste timide ou inamical. Ils n'ont aucune idée que ton cerveau effectue 1000 calculs chaque fois que tu es entouré de gens. Est-ce que cette personne est sûre? Qu'est-ce qu'elle veut de moi? Combien de temps avant qu'elle ne me blesse? Qu'est-ce que ça va me coûter de la laisser entrer? Ils ne savent pas que ce qui ressemble à une préférence pour la solitude est en fait un mécanisme de survie hautement sophistiqué que tu as développé pour te protéger de plus de mal. Ils pensent juste que tu es bizarre. Mais voici ce qu'ils ratent. Tu n'es pas bizarre. Tu es un guerrier. Tu as survécu à des choses qui auraient brisé d'autres personnes. Tu as navigué dans des situations impossibles avec des gens impossibles. Et tu en es sorti de l'autre côté. Être pas indemne. Personne ne sort d'un traumatisme indemne, mais tu en es sorti vivant. Tu as appris à te protéger quand personne d'autre ne le faisait. Tu as appris à trouver la paix dans la solitude quand le monde ressemblait au chaos. Tu as appris à te faire confiance quand tout le monde a prouvé qu'on ne pouvait pas leur faire confiance. Ce n'est pas un défaut de personnalité. C'est une force que la plupart des gens ne peuvent même pas développer. La plupart des gens ont le luxe de supposer que les gens sont bons jusqu'à preuve du contraire. Tu as dû apprendre l'opposé, que les gens sont potentiellement dangereux jusqu'à ce qu'ils prouvent qu'ils sont sûrs. Et tu sais quoi? Ça t'a gardé en vie. La plupart des gens peuvent se détendre dans les situations sociales. Tu as dû rester vigilant. Et cette vigilance, ce scan constant, cette hyperconscience, c'est épuisant. Mais c'est aussi ce qui t'a protégé. La plupart des gens ne comprennent pas pourquoi tu préfères être seul. Mais toi, tu sais. Tu sais qu'être seul n'est pas être solitaire quand l'alternative est d'être entouré de gens qui ne te voient pas, qui ne te comprennent pas, ou pire, qui te blessent activement. La vérité sur la guérison. Alors, parlons de ce à quoi ressemble vraiment la guérison pour des gens comme nous. Ça ne ressemble pas à devenir soudainement extraverti. Ça ne ressemble pas à se forcer dans des situations sociales qui déclenchent ton traumatisme. Ça ne ressemble pas à faire semblant d'être à l'aise quand ton corps hurle danger. La guérison ressemble à honorer ce que tu as traversé. Elle ressemble à comprendre que ta préférence pour la solitude n'est pas un problème. C'est une solution que tu as créée pour te garder en sécurité. Elle ressemble à être sélectif sur qui a accès à toi. Pas parce que tu es difficile, mais parce que tu as appris que tout le monde ne mérite pas ton énergie, ton temps, ta vulnérabilité. Elle ressemble à construire une relation avec toi-même qui est plus forte que n'importe quelle relation externe ne pourrait jamais l'être. Parce que tu as appris à la dure que la seule personne sur qui tu peux toujours compter, c'est toi. Et oui, parfois la guérison ressemble à être seule, parce que la guérison demande de l'espace.
Elle demande du silence. Elle demande la capacité d'entendre tes propres pensées, sans la voix de quelqu'un d'autre, sans la critique de quelqu'un d'autre, sans le jugement de quelqu'un d'autre, sans les attentes de quelqu'un d'autre qui les noie. Quand tu as commencé à faire ça, quand tu as commencé à prioriser ta guérison sur le confort des autres, ils se sont probablement inquiétés pour toi. Mais tu étais en train de guérir, et ce sont deux choses complètement différentes. Voici le problème fondamental avec la façon dont la société voit les solitaires. Ils assimilent être seul à être solitaire. Ils supposent que quiconque choisit la solitude doit souffrir. Ils ne peuvent pas comprendre que pour certains d'entre nous, la solitude n'est pas une privation, c'est une libération, parce qu'ils n'ont jamais eu à apprendre ce que tu as appris. Ils n'ont jamais eu à calculer le risque de chaque interaction humaine. Ils n'ont jamais vu leur confiance transformée en arme contre eux. Ils n'ont jamais été humiliés si profondément que les cadres de groupe ressemblent à des zones de guerre potentielles. Alors quand ils te voient choisir d'être seul, ils pensent que tu as besoin d'aide. Ils pensent que tu as besoin de sortir plus, de te faire des amis et d'arrêter d'être si isolé. Ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que tu ne t'isoles pas de la connexion. Tu te protèges du mal, et il y a une différence massive. Tu adorerais une vraie connexion. Le genre où tu n'as pas à jouer un rôle ou à faire semblant. Le genre où tu peux être vulnérable sans que ce soit utilisé contre toi. Le genre où les gens te voient vraiment, et n'essaient pas de te changer, de te réparer ou de te critiquer pour que tu deviennes quelqu'un d'autre. Mais ce genre de connexion est rare. Et jusqu'à ce que tu la trouves, la solitude est le pari le plus sûr. Et ce n'est pas quelque chose à pathologiser, c'est de la sagesse acquise par la douleur. Tu veux savoir à quoi ressemble la vraie liberté? Elle ressemble à quelqu'un qui n'a pas besoin de la validation des autres pour connaître sa valeur. Quelqu'un qui peut s'asseoir dans une pièce pleine de gens et se sentir parfaitement à l'aise de partir. Quelqu'un qui a fait le travail pour comprendre que sa préférence pour la solitude n'est pas un défaut. C'est une fonctionnalité. C'est ce que les survivants de traumatismes devenus solitaires ont que les autres n'ont pas. La capacité de se choisir eux-mêmes d'abord sans culpabilité, sans honte, sans avoir besoin de la permission de qui que ce soit. Et ça terrifie les gens, parce que quelqu'un qui n'a pas besoin de validation ne peut pas être contrôlé. Quelqu'un qui est à l'aise seul ne peut pas être manipulé par la peur de la solitude. Quelqu'un qui a construit une relation forte avec lui-même n'a pas besoin d'être sauvé. Et c'est la vraie raison pour laquelle la société a un problème avec les solitaires. Pas parce qu'ils sont cassés, mais parce qu'ils sont libres d'une manière que la plupart des gens ne seront jamais. Ils sont libres du besoin épuisant d'être aimés par tout le monde. Libres de la performance de faire semblant d'aimer des choses qu'ils détestent. Libres des relations toxiques qu'ils maintiennent juste pour éviter d'être seuls. Ce genre de liberté est révolutionnaire et ça met les gens mal à l'aise. Alors voici ce qui change tout. Le moment où tu arrêtes de t'excuser d'être un solitaire. Le moment où tu arrêtes de t'expliquer à des gens qui ne comprendront jamais. Le moment où tu réalises que ta solitude n'est pas quelque chose qui a besoin d'être réparé. C'est quelque chose qui t'a sauvé la vie. C'est là que tu entres dans ta puissance. Mais voici ce que personne ne te dit. Tu ne dois l'accès à toi, à personne. Tu ne dois à personne ton énergie, ton temps, ta présence. Tu ne dois à personne une explication sur pourquoi tu choisis la paix plutôt que le chaos, la solitude plutôt que la performance, l'authenticité plutôt que l'acceptation. La société essaiera de te faire culpabiliser à ce sujet. Les gens te traiteront d'égoïste. Mais voici la vérité, qu'ils ne veulent pas que tu saches. Être que ce sont eux qui ont besoin de regarder à l'intérieur. Être que ce sont eux qui ne peuvent pas supporter le silence parce qu'il les force à affronter ce qu'ils fuient. Être que ce sont eux qui sont mal à l'aise, cherchant constamment une validation externe parce qu'ils n'ont jamais appris à trouver la paix en eux-mêmes. Et être que ta capacité à être seul est la réponse la plus saine à un monde qui t'a appris que les gens sont dangereux, la force qu'ils ne verront jamais. Soyons absolument clairs sur quelque chose. La force qu'il faut pour devenir à l'aise en étant seul après ce que tu as traversé. La plupart des gens ne la comprendront jamais. Ils ne sauront jamais ce que c'est que d'avoir sa confiance brisée si complètement qu'il a fallu reconstruire tout son sentiment de sécurité à partir de zéro. Ils ne sauront jamais ce que c'est que d'être critiqué si constamment qu'il a fallu apprendre à se valider soi-même parce que personne d'autre ne le ferait. Ils ne sauront jamais ce que c'est que d'être trahi si profondément qu'il a fallu devenir son propre meilleur ami juste pour survivre.
Ils ne sauront jamais ce que c'est que d'être humilié si publiquement qu'il a fallu développer une toute nouvelle relation avec la vulnérabilité. Ils ne sauront jamais ce que c'est que de grandir dans le chaos et de devoir créer sa propre paix parce que personne d'autre ne la fournirait. Et parce qu'ils ne sauront jamais, ils ne célébreront jamais le guerrier que tu as dû devenir. Mais toi tu sais ce qu'il a fallu. Tu connais les nuits où tu t'es endormi en pleurant. Tu connais les années passées à penser que quelque chose était fondamentalement faux chez toi. Tu connais la bataille que tu as menée juste pour arriver à un endroit où tu pouvais te regarder dans le miroir et penser « Je suis bien tout seul ». Ce n'est pas de la faiblesse, ce n'est pas un comportement antisocial, ce n'est pas quelque chose à réparer, c'est de la résilience, c'est de la force. Et si les autres ne peuvent pas le voir, c'est leur limite, pas la tienne. Le monde a besoin de gens qui n'ont pas peur de se tenir seuls, qui font plus confiance à leur propre jugement qu'à l'opinion de la foule, qui savent que la vraie force n'est pas combien de gens tu rassembles autour de toi, c'est à quel point tu es à l'aise quand tout le monde part. Tu n'es pas cassé, tu es un guerrier. Tu as survécu à des choses qui auraient détruit les autres. Tu as construit une vie pour toi-même, malgré tout ce qui jouait contre toi. Tu as appris à trouver la paix dans la solitude, quand le monde te disait qu'être seul signifiait avoir tort, et les guerriers n'ont pas besoin de permission pour se choisir eux-mêmes. Alors, à tous ceux qui lisent ceci, et qui ont déjà été appelés trop calmes, trop distants, trop asociaux, trop solitaires, vous n'êtes pas seuls à être seuls. Il y a des millions d'entre nous là dehors qui vivent tranquillement leur vie, trouvant la paix dans la solitude et refusant de s'en excuser plus longtemps. Ton traumatisme ne te définit pas, mais ta survie, si. Ta capacité à te protéger, si. Ta sagesse, si. Ta force, si. Et ça vaut la peine d'être célébré. On se retrouve dans la prochaine. Continue d'être le guerrier, mes amis.